Place à votre journal Afrique, très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité. Ebola, l'épidémie continue de s'étendre. La République démocratique du Congo compte 1460 cas confirmés et 452 morts. Alors la riposte s'organise. Des essais cliniques vont commencer pour l'élaboration d'un vaccin. Alerte rouge au Soudan, une catastrophe est en cours à El Obeid. Selon l'ONU, l'organisation redoute des déplacés par centaines de milliers et une effusion de sang, alors que des paramilitaires des forces de soutien rapide encerclent la ville depuis des mois. Permettre à tous les enfants de se reconnaître dans les livres qu'ils lisent, c'est le pari d'Ayatou Baldé. L'autrice propose les aventures d'Aïcha, naissance, baptême, déménagement, des histoires universelles dans une Afrique contemporaine. Elle est notre invitée. En RDC, l'épidémie d'Ebola s'étend. 1460 cas ont été détectés et 452 morts. Pour l'heure, les autorités dénombrent 3 provinces concernées. Regardez cette carte, donc concernée par le virus, l'Ituri, épicentre de l'épidémie, le nord et le sud Kivu. Aucun cas n'a été signalé dans le pays voisin, l'Ouganda, depuis le 21 juin dernier. En revanche, un cas de la maladie causée donc par le virus Marburg, une fièvre similaire donc à Ebola, une fièvre hémorragique, a été enregistrée selon l'OMS. Docteur Jean Kassaya, à la tête de la riposte menée par l'Union africaine, était notre invité un peu plus tôt. Il revient sur les cas signalés s'agissant de la RDC à Kisangani et dans le Haut-Ouélé. Les cas que l'on connaît spécialement à Wamba, c'était un cas contact dans l'Ituri. Et c'est une personne qui a quitté l'Ituri, qui est partie à Wamba via une zone qu'on appelle Nyanya. Et donc, pour les autorités congolaises, comme cette personne était déjà répertoriée comme un cas contact en Ituri, on la considère comme étant de l'Ituri. Et d'ailleurs, hier, le ministre de la Santé nous informait qu'on l'a fait revenir en Ituri. Vous savez, le cas de Kisangani, il nous a expliqué, c'est une dame qui a été enceinte et pour l'enterrer, les gens sont partis voler les corps la nuit à 3 heures du matin, puisque selon les coutumes, on ne peut pas enterrer 2 personnes dans un même cercueil. Donc il fallait l'ouvrir. Et tout cela, je pense que les autorités prennent des décisions. Nous sommes là pour conseiller et pour dire que, bon, actuellement, nous comprenons que c'était des cas contacts, mais dès qu'il y aura des cas venant de ces régions qui n'auraient pas été des cas contacts, c'est à ce moment-là qu'on pourrait déclarer. Donc vous vous alignez avec la position des autorités qui donc ne mettent pas ces 2 provinces comme des provinces contaminées qui sont épidémiques, en tout cas qui sont concernées par l'épidémie d'Ebola aujourd'hui. Tant que les discussions que nous avons eues avec les autorités de la RDC, tant qu'il n'y aura pas des cas qui viendront de la communauté dans ces provinces, en dehors des cas contacts qui avaient été répertoriés en Ituri, on va observer leur position. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU réunit en urgence ce vendredi pour discuter de la situation au Soudan, à El Obeid. Cette grande ville située à près de 700 km au sud-ouest de Khartoum, contrôlée par l'armée, est assiégée donc par des paramilitaires des forces de soutien rapide. Les organisations internationales craignent un bain de sang si la ville vient à tomber. Les précisions de notre correspondant régional, Bastien Renouille. Les signaux sont clairs, il est impossible de passer à côté. Une nouvelle catastrophe humanitaire est en train de se dérouler au Soudan. Ce sont les mots du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Volker Turk. Il ajoute qu'il y a là une alerte rouge et qu'au cours des prochaines semaines, les présidents et chefs d'État du monde entier devraient se saisir du dossier El Obeid. Alors pourquoi les Nations Unies sont-elles si inquiètes concernant la capitale du Nord Kordofan, cette ville stratégique située au Soudan? Eh bien, elle est depuis des mois entourée par les forces de soutien rapide. Il n'y a plus qu'une seule route qui permet de relier la capitale Khartoum et régulièrement, elle est bombardée par des drones des forces de soutien rapide. Emprunter cette route, c'est risquer sa vie. Il y a dans la ville 500 000 habitants et 100 000 déplacés internes soudanais, plus de 600 000 civils donc qui risquent leur vie au quotidien. Au quotidien, ils sont bombardés par les forces de soutien rapide. Il manque de tout, de nourriture, de médicaments, d'eau ou encore d'électricité. Et la situation n'est pas sans rappeler ce qu'il s'est
déroulé dans la ville d'El Fachir, la capitale du Nord Darfour, qui en octobre dernier est tombée aux mains des forces de soutien rapide. Lorsqu'elles ont capturé la ville, des milliers de civils à minima ont été tués et beaucoup s'inquiètent que la situation soit la même à El Obeid si les forces de soutien rapide parviennent à capturer la ville. Alors j'ai pu discuter avec des défenseurs des droits de l'homme soudanais, ils me disent qu'il n'est pas trop tard pour agir, mais pour cela il faudrait que la communauté internationale se saisisse du dossier et mette la pression sur les forces de soutien rapide. Comment y parvenir? Il faut établir selon eux des sanctions contre les États qui les soutiennent, à commencer par les Émirats arabes unis. Gros plan à présent sur les livres jeunesse pour nos tout petits. Comment les accompagner dans les premières années, leur permettre aussi de se reconnaître à travers des histoires qu'ils lisent. Cela donne Les Aventures d'Aïcha aux éditions Akoma MBA, dont vous êtes l'autrice Yatou Baldé. Bonsoir. Alors expliquez-nous, parce que dans les 5 tomes, on suit les aventures d'Aïcha. Le premier, donc, il est consacré à la naissance. Expliquez-nous ce qui vous a donné envie d'écrire. Oui, ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est vraiment quand je suis devenue maman. L'enfance, bien sûr, c'est devenu un sujet extrêmement important. Et en observant ma fille, donc, qui a grandi à Dakar, heureuse, entourée de sa famille, de ses amis, j'ai eu envie, en fait, de capturer cette enfance dans des livres pour enfants, notamment en mettant en avant un peu plus la culture africaine. Avant tout, le cœur du projet, c'est vraiment les différentes étapes de l'enfance Voilà. On voit derrière vous votre petite fille d'ailleurs, donc c'est elle qui vous a animé et vous a donné envie d'écrire ce livre. C'est ça, en fait, c'est vraiment inspiré du réel. Voilà, c'est inspiré un peu de mon expérience, mais c'est aussi à la fois une expérience universelle. Donc j'ai voulu vraiment recréer les étapes principales de l'enfance, que ce soit à la naissance. Tous les enfants sont très curieux sur la naissance, donc à travers une histoire, notamment ici avec une dimension culturelle africaine, et à la fin avec une encyclopédie pédagogique pour apprendre un peu les différents termes aux enfants sur la naissance. Et en quoi est-ce important aujourd'hui finalement que votre fille, que les nôtres puissent se reconnaître dans les livres qu'ils lisent au quotidien ? Je pense que les livres, ça aide beaucoup à la construction de l'enfant, à la confiance en soi. Et c'est assez important de pouvoir se reconnaître voilà, dans des histoires. Mais pas seulement, c'est important aussi d'apporter un peu plus de diversité, disons, dans les histoires pour enfants, afin que les enfants, même de l'autre bout du monde, voient que d'autres enfants vivent les mêmes choses qu'eux, mais dans un autre contexte. Donc c'est vraiment cette richesse culturelle que j'ai voulu mettre en avant, notamment quand ma fille a déménagé en Allemagne un peu plus tard, quand elle a eu 6 ans, et que ses amis lui posaient tellement de questions sur l'Afrique. Alors pour moi, ça m'a vraiment, en fait, ça m'a vraiment tenu à cœur de développer cette collection pour enfants universelle et montrer en fait cette Afrique moderne d'aujourd'hui. C'est intéressant, vous parlez d'une Afrique moderne. Vos livres, est-ce qu'ils viennent finalement combler un vide par rapport à ce qu'on propose actuellement dans les imaginaires pour les enfants autour de l'Afrique? Oui, c'est vrai que moi, ayant vécu sur le continent certaines années, avec les mamans autour, quand on cherchait des livres pour les enfants, notamment sur l'Afrique, c'était beaucoup lié en fait à des contextes ruraux, à notre héritage, plus sur l'histoire. Et franchement, c'est très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique évolue. Je veux dire, 45% des Africains aujourd'hui arrivent en ville. D'ici 5 ans, ce sera 5 ans un Africain sur 2, sans compter les Africains de l'extérieur. Donc, c'est important aussi d'avoir des livres dans lesquels les enfants d'aujourd'hui peuvent se reconnaître. En Afrique du quotidien, voilà, tout simplement des enfants qui jouent, entourés de leur famille, des traditions, mais qui vivent ce que tous les enfants dans le monde vivent. Et quand vous parlez d'Afrique du quotidien, vous allez aussi dans les écoles. En ce moment, vous vivez donc en Allemagne. Oui. Vous partagez ces histoires avec les tout petits, et finalement que le personnage d'Aïcha soit une petite fille noire. Vous avez parlé d'universel. Ça pose pas de soucis, ça pose pas de questions à ces petits lecteurs. Bien au contraire. Non, vraiment pas du tout. Alors c'est vrai que j'interviens dans les écoles, donc parce que c'est un outil aussi, c'est un outil pour les parents, pour les professeurs, pour aborder en fait différentes thématiques avec les enfants, que ce soit à la naissance, des moments un peu charnières comme la peur de l'inconnu lors d'un déménagement, la rentrée à l'école. Vous voyez, c'est toutes ces dimensions universelles de l'enfance que j'ai mis dans ces livres-là. C'est
à travers le regard d'une petite fille africaine, parce que c'est ce que moi j'ai vécu. Mais quand je fais les interventions dans les écoles, effectivement, les enfants sont captivés par l'histoire et en fait se reconnaissent dedans. Donc c'est ça vraiment le fond du projet. Et après, bon, il y a les petites curiosités parce que voilà, c'est pas un contexte européen, donc ils vont poser quelques questions par-ci par-là, mais dans le fond, vraiment, c'est vraiment, on est vraiment sur l'histoire. Donc et comment vous avez travaillé pour élaborer ces 5 tomes? Vous l'avez évoqué, il y a à la fin donc la possibilité donc de lire avec son enfant une encyclopédie. Exactement. Comment vous avez élaboré ces 5 tomes? D'accord. Donc, en fait, ces 5 tomes suivent tout simplement déjà les grandes étapes de l'enfance et tout simplement vont suivre l'évolution, en fait, de la protagonisme Aïcha dans sa vie. Donc, les 5 premiers tomes, en fait, se passent donc à Dakar, en Afrique. Et puis ensuite, la petite va déménager en Europe. Et là, on aura l'autre côté. Donc, c'est vraiment une série multiculturelle, en fait, qui grandit avec l'enfant et ses voyages. On va voir, par exemple, aussi la rentrée en Allemagne, qui est en fait très spécial par rapport au reste de l'Europe. Et donc voilà, ça commence en Afrique, mais ça continue ensuite dans et le vous monde. l'avez voulu, vous les avez conçus, ces livres, comme un outil qui vont pouvoir donc accompagner les parents et les enfants dans toutes ces étapes-là. On ouvre le livre, on va dans l'encyclopédie, on apprend des mots. C'est ça, on apprend des mots. Donc j'ai des questions vraiment très, très, très drôles lors de mes interventions. Avant combien de temps le bébé naît, sur l'échographie, voilà, le fœtus, le bébé, etc. Donc il y a aussi cet aspect scientifique expliqué aux enfants. Et dans chaque thème, il y aura cet aspect encyclopédie à la fin qui va expliquer en fait aux enfants un petit peu les mots de l'histoire, le thème de l'histoire. Et votre fille est pas loin, hein. Elle est quasiment en plateau Oui. pour faire la confidence à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que votre fille vous dit de ce travail-là que vous avez réussi à réaliser? Eh bien, elle est très heureuse, elle est très fière et d'avoir aussi un souvenir de son enfance au Sénégal. Donc là, c'est pratiquement, je veux dire, gravé dans la roche. Ce sont de très bons souvenirs et ce sont des souvenirs que l'on a mis dans un livre, mais qui peuvent aussi servir à beaucoup d'autres enfants qui pourront s'identifier et qui pourront aussi servir de passeport à d'autres personnes qui n'ont pas encore voyagé en Afrique. Donc pour moi, voilà, le livre est un passeport pour les enfants et ça permet de voyager. Et je rappelle donc le premier tome de votre livre, donc Aïcha, la naissance, aux éditions Akoma MBA. C'est la fin de ce Journal Afrique. Restez avec nous, l'actualité continue. Pour comprendre le monde, il faut vivre au cœur des événements. De Jakarta à Beyrouth, en passant par Kinshasa, Kiev ou Washington. Les correspondants de France 24 sont partout. 200 correspondants qui habitent près de chez vous. Leur mission, vous informer partout dans le monde et à toute heure de la journée. Une information objective, sérieuse, fiable, indépendante. Des faits vérifiés, des fake news démasqués. France 24, on est ici, on est là, et là pour vous informer.